Cette vidéo intègre une collaboration commerciale en fin de vidéo avec Jaffy, qui est une marque d'alimentation pour chiens et chats. On vous en dit plus avec une réduction importante en fin de vidéo. C'est probablement l'homme le plus recherché de France et sa traque a été relancée il y a quelques jours. Le blogueur et influenceur Aquababe déclare être sur la trace de Xavier Dupont de Ligonnès, s'appuyant notamment sur des informations qui ont été transmises par des internautes. Mais alors, que sait-on de ces nouvelles informations? Où en était l'enquête avant? Vous allez le voir, ce n'est pas la première fois qu'une enquête est aussi menée en ligne par des internautes. On va donc voir, comme toujours, factuellement ce qu'il en est et ce qui fait réagir sur ce sujet-là. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors avant que l'on parle de cette traque virtuelle, revenons rapidement sur les faits et sur ce que l'on sait aujourd'hui. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès commence le 21 avril 2011 à Nantes, lorsque les corps d'une femme, Agnès Dupont de Ligonnès, et de ses 4 enfants, Benoît, Anne, Thomas et Arthur, sont découverts enterrés sous la terrasse de leur maison. Le père de la famille, Xavier Dupont de Ligonnès, est alors introuvable et il est donc rapidement désigné comme étant le principal suspect. Xavier Dupont de Ligonnès a été aperçu pour la dernière fois en avril 2011, notamment le 14 où il a été filmé par la caméra d'un distributeur de billets, ou encore le 15 où il a quitté à pied un hôtel dans le Var avec un étui pouvant potentiellement contenir une carabine sur son dos. Alors malgré une enquête nationale et de nombreuses pistes, le fugitif reste introuvable à ce jour. Depuis 14 ans maintenant, l'affaire est considérée comme l'un des plus grands mystères criminels contemporains en France. Sauf que, vous l'aurez compris, je pense que vous en avez entendu parler, l'affaire a de nouveau fait parler d'elle le 18 avril, lorsque le blogueur Aquababe, suivi par plus d'1 million de personnes et habituellement spécialisé surtout sur les sujets de télé-réalité, a lancé un appel à ses abonnés pour tenter de collecter des informations sur Xavier Dupont de Ligonnès. Il a notamment expliqué au journal Le Parisien que tout était parti d'une blague avec son avocat qui lui avait dit qu'il avait, je cite, un réseau tellement vaste qu'il serait capable de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Alors suite à cette discussion, Aquababe décide de créer une adresse mail et il demande aussi à ses abonnés de lui envoyer de potentielles pistes ou de potentielles informations. Jeudi dernier, il confiait au journal Le Parisien avoir dépassé la barre des 100 000 mails qu'il aurait selon lui reçus en une semaine. Et le blogueur a aussi créé ce que l'on appelle un canal sur Instagram. Il est intitulé Retrouvons XDDL, Xavier Dupont de Ligonnès donc, et c'est un canal qui est suivi par plus de 350 000 personnes. Dedans, il partage des captures d'écran ou encore des vidéos présentées comme des pistes. Il tient au courant aussi sa communauté de l'avancée de son enquête. Et ces soi-disant preuves proviendraient, selon lui, d'un fichier zip qui aurait été envoyé depuis l'adresse mail de Xavier Dupont de Ligonnès à une autre personne. Alors ce week-end, le blogueur a annoncé dans son canal qu'il pensait avoir retrouvé la trace du fugitif, un fugitif qui serait en Asie selon ses informations. Il a ensuite publié la photo d'un homme prise près d'Hiroshima au Japon qu'il assure être Xavier Dupont de Ligonnès. Une information qui, il faut être très précis, à date, n'a pas pu être vérifiée. En tout cas, pour terminer là-dessus et avant d'élargir sur le sujet, ce dimanche 27 avril, Aquababe a annoncé via un communiqué de son avocat avoir découvert des informations précises, tangibles et nouvelles qu'il aurait transmis à la justice, tout en reconnaissant, je cite, que l'heure de la vérification officielle n'a pas encore sonné. Fin de citation. Alors justement, où en est en quelque sorte l'enquête officielle? Faut savoir que les autorités continuent de recevoir régulièrement des signalements, sauf que aucun signalement n'a permis de localiser le suspect de manière certaine. Je vous le disais, la dernière trace officielle, elle a près de 14 ans. Alors oui, il s'était passé quelque chose, vous vous en souvenez peut-être, c'était en 2019, il y a un retraité du nom de Guy Joao qui a été arrêté à l'aéroport de Glasgow en Écosse. Un retraité qui a été pris à tort pour Xavier Dupont de Ligonnès. À l'époque, beaucoup de médias s'étaient emparés de l'affaire en reprenant l'information qui venait d'une source policière. On peut même noter que le journal Le Parisien en avait publié une une très imprudente, vous l'aurez compris, puisqu'ils avaient titré « Arrêté » avec une photo de Xavier Dupont de Ligonnès. Une, vous l'aurez compris, qui avait très mal vieilli et qui avait été vue par beaucoup comme une forme de conséquence d'un emballement médiatique entre les médias et des conséquences donc désastreuses que ça peut avoir. Bon, et on va pas faire toutes les hypothèses aujourd'hui, mais dans les autres hypothèses, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès a publié un livre en mars 2024, un livre où elle avance la théorie selon laquelle son frère aurait été exfiltré par les services secrets avec sa famille, ce qui remet donc
complètement en cause la version officielle. Selon elle, son frère aurait été exfiltré parce qu'il était un agent du renseignement menacé en raison de son implication en tant que témoin dans une affaire de trafic de drogue internationale. Une hypothèse qui avait été à l'époque totalement démentie par le procureur de la République de Nantes. Alors, quoi qu'on pense de cette initiative d'Aquababe, ce qu'on peut noter, c'est qu'elle s'inscrit dans une tendance qu'on observe ces dernières années, à savoir l'utilisation de l'OSINT, donc le renseignement de sources ouvertes par des amateurs. Et quand je dis amateurs, ça veut pas dire que c'est pas potentiellement des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font. Simplement, par amateurs ici, on entend des personnes dont ce n'est pas leur métier principal, ils ne travaillent pas au sein de la police ou je ne sais quoi. Alors l'OSINT, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est d'ailleurs beaucoup utilisé par des journalistes. C'est une méthode d'investigation qui consiste à analyser des informations accessibles au public. On peut penser aux réseaux sociaux, aux images satellites ou encore les registres pour tenter de résoudre des énigmes ou alors des sujets d'actualité. Et d'ailleurs, en 2022, on s'était beaucoup penché sur des méthodes d'OSINT pour tenter de comprendre ce qui se passait en Ukraine au début de l'invasion, puisque les images sur les réseaux sociaux ou les images satellites étaient à l'époque l'une des meilleures façons de s'informer tant que ces sources étaient recoupées et vérifiées. L'OSINT a aussi été popularisé par des collectifs. On peut penser par exemple à Bellingcat qui a réussi à identifier en 2018 des responsables de l'empoisonnement au Novichok d'un ex-agent double russe, Sergei Skripal, ainsi que l'empoisonnement de sa fille au Royaume-Uni. Et ça s'est fait grâce à l'analyse de bases de données russes, de documents de voyage et d'autres sources qui étaient ouvertes. Autre enquête où les internautes s'étaient mobilisés, c'est l'enquête sur Luca Magnotta, un Canadien surnommé le dépeceur de Montréal, qui avait tué un étudiant chinois et diffusé les images du meurtre sur Internet en 2012. Dès la publication de ses premières vidéos de maltraitance animale et avant même donc l'assassinat de cet étudiant chinois, des groupes d'internautes s'étaient mobilisés pour tenter d'examiner les vidéos et d'essayer de comprendre qui était derrière. Ils avaient aussi utilisé des forums spécialisés pour identifier des éléments et croiser des indices, notamment grâce à Google Maps. C'est notamment le sujet du documentaire Don't Fuck with Cats qui est disponible sur Netflix et qui raconte donc cette histoire. Alors maintenant, est-ce que réellement ici ça peut permettre de faire avancer l'enquête? Disons les choses, aujourd'hui on n'est personne pour le savoir en soi. Ce qu'on sait, c'est que ça a pu fonctionner dans le passé, mais forcément ça ne fonctionne pas tout le temps, surtout que l'OSINT ça a quand même des limites. À la fois les données publiques et les informations venant d'une grosse communauté, ça peut donner beaucoup de choses, et à la fois aussi forcément ça exclut certaines informations classifiées ou confidentielles qui peuvent être parfois cruciales pour tenter de comprendre complètement un dossier. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la situation, elle fait pas mal grincer des dents chez la police et chez les enquêteurs qui mènent donc en quelque sorte l'enquête officielle. Le procureur de Nantes a notamment critiqué, je cite, la multiplication des fausses pistes générant un travail colossal de vérification. Il a dénoncé aussi un risque d'entrave à l'enquête officielle. Le risque, c'est que les deux enquêtes menées en parallèle se court-circuitent d'une certaine façon avec des informations dévoilées publiquement qui compromettent d'autres éléments, notamment par exemple de l'enquête officielle. En tout cas, et face à cette photo qui circulait notamment, on peut noter que le procureur de la République de Nantes a réagi ce lundi dans un communiqué, déclarant que, je cite, « Contrairement à ce qui peut être indiqué à cette occasion, à ce jour, aucun élément factuel et vérifiable n'a été porté à la connaissance de la juridiction nantaise, pas plus qu'au service de police saisi par qui que ce soit, et pouvant attester de la réalité de ces informations. » Fin de citation. Autrement dit, officiellement dans sa déclaration, le procureur déclare qu'il n'a pas à ce jour de nouvelles informations. C'est en tout cas le discours qui est porté aujourd'hui par les autorités, tandis que du côté d'Aquababe, on dit vouloir poursuivre l'enquête et on estime que ça peut permettre donc d'avoir une autre approche sur le sujet. Bref, voilà donc ce que l'on sait factuellement aujourd'hui sur la situation, mais ça me paraissait intéressant de revenir là-dessus et notamment donc de revenir sur ces techniques d'OSINT, encore une fois qu'on entend dans des enquêtes comme celle-ci, mais aussi dans d'autres types de situations. On parlait de la guerre en Ukraine à l'instant. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, en attendant, je le redis, il y a beaucoup d'informations qui sont à prendre avec énormément de pincettes. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Au passage, si vous voulez plus de vidéos au-delà de ces actus du jour, on a publié dimanche sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format, une longue vidéo d'une demi-heure qui résume le plus factuellement possible les 30 premiers jours de Trump à la Maison Blanche et tout ce que ça a changé pour les États-Unis et pour le monde entier. C'est un exercice qui n'est pas évident parce qu'il y avait beaucoup de choses, mais merci beaucoup vraiment pour vos retours. Je vous mets le lien directement en description, c'est sur notre chaîne donc dédiée au grand format. Je vous laisse avec Morgane pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette info en France. Le parquet de Nîmes a ouvert une information judiciaire pour meurtre aggravé par la préméditation et pour le fait d'avoir été commis à raison de la race ou de la religion suite au meurtre d'un musulman à l'intérieur d'une mosquée dans le Gard. Si vous n'aviez pas suivi, vendredi matin à La Grand-Combe, dans le Gard, Aboubacar Cissé,
un jeune fidèle musulman a été poignardé à mort à l'intérieur d'une mosquée alors qu'il priait. Les deux hommes se trouvaient seuls dans le lieu de culte avant que le tueur ne l'attaque au couteau, lui infligeant entre 40 et 50 coups. L'agresseur s'est ensuite filmé après le passage à l'acte. Sur la vidéo, il tient des propos insultants envers la victime, qu'on voit agoniser au sol, mais aussi envers Allah. Le suspect, Olivier H., dont le nom de famille n'a pas été communiqué, s'est finalement rendu à la police dans la ville de Pistoia en Italie ce dimanche soir. L'assaillant avait aussi exprimé sa volonté de tuer d'autres personnes pour pouvoir être désigné comme tueur en série, selon le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. En tout cas, le procureur d'Alès a estimé ce lundi matin que ce n'était pas nécessaire pour l'heure de saisir le parquet national antiterroriste, ce que demandent les avocats de la famille d'Aboubacar Cissé, pour qui il s'agit d'une attaque de nature terroriste. De son côté, le suspect nie avoir agi par haine de l'islam et aurait tué la première personne qu'il a trouvée, selon un avocat italien cité par l'AFP. Alors Emmanuel Macron a réagi, adressant, je cite, le soutien de la nation à nos compatriotes de confession musulmane et indiquant que le racisme et la haine en raison de la religion n'auront jamais leur place en France. Plusieurs rassemblements d'hommages ont eu lieu en France, notamment à la Grand-Combe. Deuxième actu, 25 personnes ont été interpellées ce lundi matin dans le cadre de l'enquête sur les attaques qui ont visé des prisons et surveillants de prison ces derniers jours. En fait, au moins 65 attaques ont été comptées depuis mi-avril sur des prisons et des domiciles de surveillants, selon Bruno Retailleau. Elles ont été revendiquées par le groupe DDPF pour défense des prisonniers français. Sur Telegram, le groupe avait affirmé vouloir défendre les droits de l'homme à l'intérieur des prisons et ne pas être des terroristes. Le groupe cherche par exemple à lutter contre la surpopulation en prison ou les conditions de détention. Pour Bruno Retailleau, ces attaques pourraient aussi être liées au texte de loi sur le narcotrafic qui prévoit notamment d'isoler les trafiquants les plus dangereux dans des quartiers de haute sécurité. Les interpellations de ce lundi matin sont faites sur fond de narcotrafic, selon une source proche du dossier citée par France Info. Elles ont eu lieu dans plusieurs régions, notamment en Île-de-France ou en Provence. Plusieurs de ces personnes arrêtées étaient déjà en prison et ont été extraites pour être placées en garde à vue. Troisième actu, les médecins privés et les internes sont en grève à partir de ce lundi en France. La raison de cette mobilisation, c'est une proposition de loi transpartisane qui vise à lutter contre les déserts médicaux, ces zones où la population a des difficultés à accéder aux soins, en particulier à cause du manque de médecins. L'article phare de cette proposition a été adopté début avril à l'Assemblée nationale. Il obligerait les médecins à demander l'autorisation de l'Agence régionale de santé pour s'installer dans une zone pour exercer. Et pour les zones qui comptent déjà beaucoup de médecins, il faudrait attendre que quelqu'un parte pour s'y installer. Pour les grévistes, le projet de loi va mettre à mal l'attractivité de la médecine libérale, donc la médecine privée, qui est selon eux aujourd'hui le premier rempart du système de santé. Concrètement, certains cabinets seront complètement fermés, d'autres vont réduire leurs activités en assurant le nécessaire, comme les chirurgies programmées. De son côté, le gouvernement est opposé à cette proposition de loi et a proposé des mesures alternatives en instaurant par exemple une permanence obligatoire des médecins jusqu'à 2 jours par mois dans les déserts médicaux. Une suggestion qui ne fait pas non plus l'unanimité, ni chez certains grévistes, ni chez les défenseurs du texte, qui estiment qu'elle ne pourra pas répondre à l'ampleur du problème. Le reste du texte de loi sera étudié en mai, je vous mets des liens en description. Quatrième actu, le procès de 10 personnes accusées d'avoir participé au braquage de l'influenceuse et femme d'affaires Kim Kardashian en octobre 2016 à Paris s'est ouvert ce lundi. Surnommé le procès des papis braqueurs, il va durer environ 4 semaines. En octobre 2016, Kim Kardashian avait été braquée par 2 hommes alors qu'elle se trouvait dans sa chambre d'hôtel du 8e arrondissement de Paris. Les 2 hommes l'avaient alors bâillonnée et séquestrée dans sa salle de bain avant de dérober autour de 8 millions d'euros de bijoux. Après enquête, les suspects s'étaient révélés être des hommes âgés. Le plus âgé avait 71 ans au moment du braquage. Un âge avancé qui joue aujourd'hui sur le déroulé du procès. L'un d'entre eux est décédé il y a quelques mois alors que le plus âgé est atteint de la maladie d'Alzheimer et donc pas en état d'être jugé. La plupart des suspects ne connaissaient pas la star à l'époque du braquage et ne l'avaient visée que pour des raisons financières. Kim Kardashian devrait venir s'exprimer à la barre, son témoignage est attendu le 13 mai. Les auteurs des faits risquent de la prison, potentiellement jusqu'à la fin de leur vie vu leur âge avancé. On suivra ça. Cinquième actu, au Yémen, un pays situé au sud de la péninsule arabique, des bombardements américains sur un centre de détention de migrants dans la ville de Sada ont tué au moins 68 personnes et fait plusieurs dizaines de blessés, selon les rebelles Houthis. En parallèle, les États-Unis ont déclaré ce dimanche avoir visé plus de 800 cibles Houthis et tué plusieurs centaines de combattants de ce groupe rebelle depuis mi-mars. Les Houthis sont notamment accusés d'avoir attaqué des navires commerciaux américains et israéliens en mer Rouge en représailles contre la guerre dans la bande de Gaza. Et enfin, dernière actu, la France va connaître des températures estivales à l'occasion du passage au mois de mai. Les températures seront particulièrement élevées en fin de semaine, avec des pointes jusqu'à 30 degrés attendues dès jeudi, notamment au nord de la Loire. Globalement, il devrait faire entre 20 à 25 degrés un peu partout en France, aux heures les plus chaudes. Météo France précise que ces températures sont inhabituellement chaudes. On parle de températures dignes d'une fin de mai ou d'un début juin. Ce phénomène, qui n'est pas inédit, est quand même relié au changement climatique. Ce genre d'événement pourrait d'ailleurs se multiplier et s'intensifier dans les années à venir. Du coup, on vous le disait au début,
vu, cette vidéo intègre une collaboration commerciale avec Jafi, une marque spécialisée dans la nourriture pour chiens et chats, qui a pour mission d'agir pour leur bien-être en leur proposant une alimentation de haute qualité et personnalisée. Jafi propose une large gamme de produits, croquettes de différentes saveurs, friandises, terrines et compléments alimentaires. Les avantages avec Jafi, c'est que vous pouvez tout personnaliser en fonction de votre animal. Vous pouvez remplir son âge, son poids, sa race, sa stérilisation. Jafi va même plus loin en prenant en compte son niveau d'activité, ses allergies et même ses intolérances. Les recettes, portions et la taille des croquettes s'ajustent en fonction de votre animal et de ses réels besoins. En plus, elles sont fabriquées en France et sont sans gluten, avec un haut taux en protéines et des ingrédients naturels. Alors si ça vous intéresse, grâce au code HUGO, vous pouvez bénéficier de 60% de réduction sur l'offre découverte qui contient entre 2 et 3 semaines d'alimentation personnalisée et un sachet de friandises offert à vie dans vos prochaines commandes. L'offre est sans engagement et est uniquement réservée aux nouveaux clients. Le lien est en description. Je le disais donc, pour découvrir notre vidéo sur le premier bilan de Donald Trump après 100 jours et un résumé le plus factuel possible de ce qui s'est passé, je vous mets le lien directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.